retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10. Place maintenant au focus et nous recevons ce soir notre spécialiste des humanités classiques africaines, Nusire Kalala Omotunde. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir. Donc on va clore effectivement l'émission de la semaine dernière et on va aussi entamer ce débat autour de Cheikh Anta Diop qui serait un imposteur selon certains égyptologues et vous souhaitez donc remettre certaines pendules à l'heure. Ce qui est très clair, totalement. Et donc la chose c'est qu'effectivement on avait abordé la problématique de l'histoire de l'Afrique, aussi bien l'Afrique antique, qui a été très falsifiée. Et il y a cette histoire qui est importante, je dirais aujourd'hui pour les enfants, c'est cette problématique que l'Europe serait venue donc en Afrique avec des pacotilles et aurait échangé des pacotilles contre des humains. Donc ça sous-tend que la notion de jugement de valeur n'existait pas en Afrique et que l'Afrique était primitive. Sauf que en cherchant l'homme le plus riche du monde, les économistes américains sont tombés sur un royaume, le royaume du Mali. Et c'est pas n'importe quel royaume, puisqu'à l'époque, le royaume du Mali était considéré comme le plus puissant et le plus grand royaume du monde. Et le souverain du Mali, Kanka Moussa, qui a fait ce déplacement au Caire, et s'est déplacé avec 6000 tonnes d'or. 6000 tonnes d'or. Et il a fait pour un petit voyage. Voilà, il a fait chuter le cours de l'or pendant 10 ans. Et comme les cours ne se remettaient pas, il a fallu lui-même qu'il rachète l'or de manière à stabiliser les cours. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est que si on a un souverain qui est le souverain le plus riche du monde et qui fait un tel voyage, on voit bien que, premièrement, l'idée qu'une Afrique primitive aurait été celle que les Européens auraient rencontrée en arrivant, c'est faux. Deuxièmement, la notion d'un roi le plus riche du monde, avec de l'or, des pierres précieuses qui auraient discuté avec des pacotilles, c'est aussi faux. Donc le fait d'avoir vendu des noirs contre des pacotilles... On voit bien que ça ne tient plus. Et il y a une chose quand même qui est relativement aberrante, c'est que quand nous étions à l'école, en tout cas moi quand j'étais à l'école, on me disait que les Européens, quand ils sont arrivés en Afrique, ils sont tombés sur des sauvages, donc des individus totalement primitifs. Mais 2 pages plus loin, on te dit que le roi a vendu. La question c'est depuis quand les sauvages primitifs sont organisés en royauté? Parce que soit vous êtes organisé politiquement en royauté et vous n'êtes plus sauvage, ou soit vous êtes sauvage et vous ne pouvez pas être organisé en royauté. Mais l'Européen, dans sa croisade contre la vérité, est capable de raconter tout et n'importe quoi. Le problème c'est que, je dirais, nous en face, on doit faire aussi preuve d'esprit critique. Et je viendrai avec un certain nombre de documents qui sont présentés aux jeunes générations et je vous montrerai à quel niveau ces documents sont totalement faux. Vous voyez, et ça c'est important de le souligner. Mais prenons le temps de regarder le document numéro 1 qui est le document de Kanka Moussa et de ce fameux homme plus riche du monde et on rajoutera quelques précisions par la suite. Une fortune qui était quand même estimée à 4 000 milliards de dollars. C'est énorme. Ce qui n'est pas rien, effectivement. Donc des peuples qui sont immensément riches, mais qui auraient troqué... Donc voilà, donc vous voyez que déjà, il y a un problème. Parce que nous étions censés avoir eu un récit de cette affaire des razzias négrières et de l'esclavage. Et on se rend compte déjà, ça commence par un énorme mensonge, parce que lorsqu'on a voulu chercher justement cet homme le plus riche du monde, 400 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien, on se rend compte que finalement, c'est bien en Afrique que les souverains étaient les plus riches. En rappelant néanmoins qu'il ne s'agissait pas de l'or de Kanka Moussa, mais l'or de tous les Maliens, c'est-à-dire de tous les habitants de cet empire. C'était la richesse de l'empire, c'était pas la richesse du roi. Ça, il faut le savoir que, je dirais, c'est un petit peu le discours colonial occidental qui ramène tout à la personne, alors que c'était un bien commun. Il n'y avait pas de propriété privée à l'époque. Mais ce qui est important, c'est que on va retrouver dans ce royaume les grandes institutions d'études, l'astronomie, l'écriture, l'architecture, donc il va notamment au niveau de l'architecture pisée en terre. Ah ben, c'est un royaume qui va donner ses lettres de noblesse à cette architecture. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je suis toujours un promoteur de cette architecture parce qu'elle est adaptée au climat. Puisque à l'ère où on parle de problèmes de matériaux de construction, je pense qu'il faut respecter la vision des anciens quand on construit dans des climats où on a une chaleur excessive à l'extérieur et ce matériau permet d'avoir une fraîcheur extraordinaire à l'intérieur. Mais je voulais, sur la problématique de l'imposture, revenir aussi à
l'histoire de l'Europe. Savez-vous que quand nous étions gamins, on avait l'habitude de nous dire que les Celtes avaient fait les menhirs, avaient construit les obélix. Ces gros rochers, voilà, qu'Obélix justement, Astérix porte. Tout ça. Et la chose, c'est que moi, depuis le début, j'ai dit que c'est totalement faux. Et que les constructions comme Stonehenge existaient déjà avant l'arrivée des Blancs en Europe. Eh bien, je voudrais vous montrer justement les conclusions de la jeune école d'archéologie qui rejoint parfaitement mes positions et qui explique pourquoi il y a eu un mensonge sur ce plan-là, ce qui montre bien qu'il y a cette habitude de mentir, en tout cas au niveau de l'historiographie occidentale. C'est important de regarder le numéro 2, le document numéro 2 que j'ai amené à ce sujet. C'est parti. Les mégalithes sont étudiés pour la première fois au XVIIe siècle. On les attribue alors aux Romains. Au XIXe siècle, avec la montée du nationalisme, on considère que de telles constructions ne peuvent être que le résultat du génie de nos ancêtres celtes. C'est le début de la celtomania, propagande pour la grandeur celtique, qui transforme les dolmens en autels pour les sacrifices humains. Le mythe a un immense succès. Il est repris dans la littérature par Chateaubriand et même dans un opéra de Bellini. Les dolmens et les menhirs sont des œuvres de la préhistoire. Ce sont de véritables monuments qui peuvent peser plus de 15 tonnes. Ils ont été érigés au néolithique, c'est-à-dire à partir du 7e millénaire, et on va les retrouver à travers toute l'Europe. En Belgique, il existe des sites importants, comme Wéris et Lamsoul. Les dolmens, ce sont des tombes, et le matériel archéologique qu'on y a découvert date aussi du néolithique, c'est-à-dire 2000 ans avant l'arrivée des Celtes. C'est donc une preuve archéologique qu'il s'agit bien d'œuvres de la préhistoire. Les hommes préhistoriques ont d'ailleurs fait preuve d'une grande ingéniosité pour arriver à déplacer et ériger ces énormes dalles qu'ils recouvraient d'ailleurs parfois de terre ou de pierre. Alors, une petite démonstration? C'est facile quand on a la technique. S'il était évident que les mégalithes étaient préhistoriques, pourquoi alors les avoir attribués aux Celtes? Les vestiges archéologiques sont parfois pris en otage pour faire de la propagande. On constate d'ailleurs au XXe siècle que le nazisme, le communisme, les nationalismes ont parfois coloré la lecture et la transmission du patrimoine préhistorique européen. En fait, la société se projette dans sa vision du passé. Inconsciemment, c'est nous-mêmes que nous cherchons à apercevoir dans le miroir du temps. Alors la semaine dernière on parlait effectivement de cette pathologie qu'avait l'Européen avec l'histoire, à savoir ce côté un peu mythomane, à revoir l'histoire à chaque fois pour aller dans son sens, et visiblement c'était un outil de propagande. C'est de la propagande, c'est-à-dire là on voit les imposteurs, là on a affaire vraiment à des imposteurs. Alors il faut savoir que si vous prenez maintenant l'anthropologie avec l'histoire des hominidés, vous comprenez bien que ce qu'on vous raconte sur l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal, c'est totalement faux, parce que ça rentre dans le même cadre de propagande et de mythomanie historiographique. Pourquoi? Parce que premièrement, tout le monde sait qu'au musée de paléontologie de Monaco, l'homme de Grimaldi, c'est un Africain, et c'est le premier habitant de la France. Et c'est le premier habitant de l'Europe. Et que même lorsqu'on a demandé à l'artiste de représenter donc cet individu, donc on appelle le nigricien véritablement, il a représenté un Africain. Vous voyez? Bon. Mais comme ça ne plaisait pas à certains, ils ont transformé tout cela en l'homme de Cro-Magnon. Le problème, c'est que la mensuration du squelette de l'homme de Cro-Magnon ne diffère pas de l'homme de Grimaldi. Et il y a quand même des documents qui montrent bien qu'ils sont très embêtés de voir que de part et d'autre de la Méditerranée, on trouve des squelettes qui se ressemblent et qui sont des squelettes totalement africains. Bon. Maintenant, il y a une autre problématique, c'est ce fameux homme de Néandertal. C'est une supercherie qui est stratosphérique. Pourquoi? Tout le monde sait que tous les hominidés viennent d'Afrique. Donc, dire que le moderne africain, c'est-à-dire l'homme moderne qui a quitté l'Afrique,
a rencontré pour la première fois le Néandertal quand il arrive en Europe, c'est faux. Parce que les Néandertaliens, étant originaires d'Afrique, ils ne sont pas tous partis. On sait très bien que l'homme moderne, c'est un groupe humain qui est parti, mais la majorité est restée sur le continent africain. Donc il en va de même pour le Néandertal. Donc il faut savoir que l'humanité moderne africaine a côtoyé beaucoup d'espèces qui n'étaient pas des espèces aussi abouties que son espèce. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est qu'on vous présente un Néandertal blanc, alors que le Néandertal a toujours été africain. Est-ce que vous voyez l'affaire? On va mettre des faux cheveux sur des crânes, on va vous faire des peintures qui représentent des blancs, enfin des histoires à dormir debout, alors que tout le monde sait très bien que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est au-delà du réel. Maintenant, on vient vous dire que le moderne africain qui est parti en Europe aurait eu 4%, écoutez l'affaire, 4% de gènes partagés avec le Néandertal. Qui fait que ce mélange qui n'aurait pas eu en Afrique, alors imagine l'affaire, il faut comprendre l'affaire, parce que là, on a affaire à des gens qui sont malades, des malades mentaux. Vous avez en Afrique tous les types d'hominidés. Mais ils ne se parlent pas, ils ne discutent pas entre eux, il n'y a rien. Visiblement, ils ne se rencontrent pas. Mais lorsqu'ils arrivent à l'extérieur de l'Afrique, c'est là qu'il y aurait une mixité à hauteur de 4%. Et ce qui est extraordinaire, c'est voir Sandé Pabo, qui est un grand généticien, rentrer dans des histoires, je dirais, qui sont assez surprenantes. Parce que si je vous donne 1 litre d'eau et je vous donne 4% de grenadine, essayez de trouver 4% de grenadine dans 1 litre d'eau. Il faut bien voir qu'on raconte quand même des histoires de dormir debout. Maintenant, la problématique, c'est quoi exactement à ce niveau-là? C'est que l'espèce caucasienne n'est à l'origine d'aucune invention. Rien, zéro. Et pourquoi tout le monde le sait? Parce que les conditions climatiques, qui étaient celles de la glaciation, ne lui ont pas permis de rentrer en phase d'observation du fonctionnement de la nature. Ce sont des gens qui vivaient dans des grottes. Et c'est dans ce problème de grotte où on a défendu sa grotte contre celui qui venait, c'est-à-dire on a réduit vraiment au caractère le plus primitif ce qu'on appelle la notion d'accueil de l'autre, qui fait que le comportement de l'Européen est toujours indexé à son comportement de l'époque quand il vivait dans les grottes. Et je tiens quand même à rappeler que les grottes existent jusqu'à aujourd'hui. Moi je suis allé voir un certain nombre de nos grottes parce que les choses sont là, c'est-à-dire on n'a pas détruit les grottes sont là. Vous voyez? Donc ça c'est important de le souligner. Maintenant, concernant l'attaque qui a été faite au professeur Cheikh Anta Diop, vous savez que, moi je vais vous dire un certain nombre de choses parce qu'il faut bien comprendre la chose. C'est vraiment petit, c'est vraiment très petit. Moi qui ai eu l'occasion de m'entretenir sur la question avec la direction de l'UNESCO, vous savez qu'il s'est posé une problématique très simple dans les années 60, c'est que l'Afrique était le seul continent qui n'avait pas de livre d'histoire. Et qu'il était important de pouvoir rédiger ce qu'on appelle l'histoire générale de l'Afrique depuis l'apparition des premiers hominidés jusqu'à la période contemporaine. Est-ce qu'on allait s'enfermer, je dirais, dans une discussion africo-africaine? Ça a été, je dirais, le côté extraordinaire de l'UNESCO, c'est de permettre une réunion de chercheurs internationaux qui allaient pouvoir débattre de la question. Donc ça, jusque-là, c'est OK. Maintenant, lorsque l'UNESCO demande au professeur Cheikh Anta Diop de se pencher sur le chapitre qui va concerner l'histoire antique africaine avec la civilisation de l'Égypte, le professeur Cheikh Anta Diop dit que je ne veux pas rédiger cette partie seul dans mon coin. Puisque dès que je vais publier mes écrits, ils vont être attaqués par tout le monde. Et il sera trop tard pour faire un débat d'aéropage de savants. Alors, moi, ce que je propose, c'est que nous allons débattre de cette question dans un cadre ouvert et scientifique, en demandant à tous les pays occidentaux d'envoyer leurs plus grands spécialistes dans ce débat. Et moi, je prévois d'avoir 2 autres spécialistes africains à mes côtés, dont le professeur Théophile Obenga et le 3e qui n'a pas pu venir. Bon. Maintenant, il dit qu'il faut donner 1 an d'avance aux spécialistes pour qu'ils aient le temps de retenir cette date-là dans leur agenda et pouvoir effectuer leur déplacement et faire préparer leur intervention dans le cadre du débat. Donc l'UNESCO organise ce colloque au Caire en 1974. On se retrouve face à 2 camps.
Il y a le camp de ceux qui disent que les Égyptiens étaient noirs. C'est le camp du professeur Diop et du professeur Obenga. Il y a le camp de ceux qui disent que les Égyptiens étaient des noirs à peau blanche, étaient des blancs à peau noire. Pardon, il faut voir l'affaire. Des blancs à peau noire. Des blancs à peau noire, c'est écrit dans le document de Jean Vevis, c'est des blancs que personne n'a jamais vus. Des blancs à peau noire et à cheveux crépus. C'est-à-dire c'est des blancs qui existent seulement lorsque quelqu'un a fumé quelque chose ou a bu de l'alcool. Mais dans le monde réel, ces blancs-là n'existent pas. Et vous vous retrouvez, non mais il faut comprendre l'affaire, vous vous retrouvez avec un aéropage de savants qui vient discuter de choses sérieuses avec une thèse qui est absurde. Bon. Mais la chose c'est que la direction de l'UNESCO, qui a organisé les débats et qui a eu l'occasion de s'entretenir en privé avec les chercheurs internationaux, s'est dit que s'il n'y a que 2 spécialistes africains face à un aéropage de savants internationaux, ça va être quand même une raclée pour les spécialistes africains quelque part, parce qu'ils vont avoir des spécialistes en tout, hein, en égyptologie, en anthropométrie, en fait, vraiment des gens qui vont venir avec leur technicité pour démonter leur thèse. Démonter leur thèse. Mais que dit la direction de l'UNESCO? Dès que le débat a commencé, alors qu'ils pensaient que les Occidentaux avaient des arguments sérieux, c'est-à-dire avaient des éléments probants, c'est-à-dire des fouilles archéologiques, des preuves scientifiques, des tests d'ADN, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ils se rendent compte que, en fait, ils n'ont rien. C'était de l'idéologie. Et lorsque le professeur Diop et le professeur Obenga ont commencé à matraquer, ils ont été complètement déstabilisés. Et moi, je vais vous poser une question. Vous imaginez bien que le colloque du Caire a été enregistré. Où est l'enregistrement des échanges? Vous comprenez bien que le colloque du Caire a été filmé. Où se trouve le film du colloque du Caire? Pourquoi on cache? Pourquoi tout cela est caché? Puisqu'on dit que c'est un imposteur. Montrez les documents. Voilà que ces gens-là ont pris une raclée au colloque du Caire. Il y a eu le colloque de Barcelone auquel le professeur Obenga a participé, où il a mis une raclée. Il y a eu un autre colloque en Afrique à Dakar où ça a été encore une raclée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lors des colloques internationaux, parce que vous savez, l'attrait de l'Égypte antique, d'une façon générale, auprès des Occidentaux. Hein, on voit avec l'exposition de Toutankhamon qui est la plus grande expo de tous les temps. Grande exposition. Donc bon. C'est l'Égypte qui fait la une de pratiquement tous les journaux de vulgarisation scientifique. Donc il y a un attrait important. Donc il y a beaucoup de débats. Mais quand on dit c'est normal que les spécialistes africains soient présents parmi les intervenants à tous ces débats, y compris les émissions de télévision sur les chaînes de télévision françaises, parce qu'il y a eu des lettres qui ont été faites. Il existe des lettres de refus de participation des égyptologues africains aux débats qui ont eu lieu sur les chaînes nationales françaises sur la problématique de l'histoire de l'Égypte. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, à partir de là, vous vous posez la question, mais qui est l'imposteur en fait en réalité? Le professeur Diop, il a dirigé un laboratoire de carbone 14, l'IFON à Dakar, qui est en liaison avec le CEA à l'énergie atomique à Gif-sur-Yvette. Il a été membre du comité scientifique donc à l'UNESCO pour la rédaction de la collection Histoire de général de l'Afrique, et même les projets de l'UNESCO contre le racisme, le professeur Cheikh Anta Diop y a pris part, puisqu'il a participé à des colloques contre le racisme. Vous voyez? Et sans compter le fait que sa thèse de doctorat d'État, il l'a eu à Paris. Donc on a quand même des gens qui ont eu l'opportunité, je pense à des gens comme Yoyot, qui dit qu'il était là, mais la chose c'est que tous les spécialistes étaient là, c'est-à-dire les gens qui comptaient en matière d'égyptologie étaient là, qui sont toujours reconnus jusqu'à aujourd'hui, et le professeur Cheikh Anta Diop et le professeur Obenga leur ont mis une raclée. Est-ce qu'après ça, vous avez eu un article du professeur Diop dans Historia, dans Sciences et Vie, Sciences et Avenir, ou n'importe quel magazine, où on leur a donné la parole parce qu'ils ont été les vainqueurs d'un colloque international, un colloque scientifique? Non. On a interdit aux étudiants de citer les thèses de Diop ou de citer Diop dans leurs thèses. Quand Diop marchait sur un trottoir à Paris, les gens traversaient la rue parce qu'il ne fallait pas être vu à côté de Cheikh Anta Diop. Vous voyez l'affaire? Vous avez vu Aimé Césaire qui a dit oui, c'est le livre qui comptera le plus pour l'avenir de l'Afrique, mais les thèses de Diop n'ont pas été enseignées en Martinique. Alors moi je vais vous poser une question. La question c'est si Césaire était révolutionnaire. Vous voyez l'affaire? Il a été enseigné dans tous les pays africains. Même quand il y a eu les indépendances, il a été enseigné. Bon,
En tout cas, ces Mais textes... Diop était beaucoup trop controversé mais Diop, qui est un pour être... scientifique, n'a pas été intégré au cursus universitaire ni avant les indépendances ni après les indépendances. Donc ses propos étaient trop dangereux peut-être. Et c'est pas un point, c'est un scientifique, c'est-à-dire qu'il est spécialiste du carbone 14, il vous donne des dates, des datations, des choses précises. Donc il y a quelque chose dans cette affaire-là qui est de l'ordre de la mauvaise foi. Vous voyez ce que je veux dire par là? Qui est de l'ordre de la mauvaise foi. Et aujourd'hui où la jeunesse africaine se pose la question de ses origines historiques et adhère et comprend et est capable de défendre techniquement les thèses de Cheikh Anta Diop, parce qu'à l'époque ils étaient deux, maintenant on est très nombreux. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc les choses sont pliées d'avance parce que des spécialistes en égyptologie, on en a beaucoup. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste plus que le monologue historiographique et le fait de raconter des imbécilités à la télévision. C'est ça le problème de fond. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec notre invité en plateau.